Sans plus tarder, je vais demander à M. Jacques Chorin de bien vouloir démarrer la présentation de l'avis sur l'efficacité énergétique, un gisement d'économie, un objectif prioritaire. Il sera ensuite suivi par Mme Anne de Bettencourt. La parole est au rapporteur. Je voudrais saluer aussi la présence du parlementaire, M. Denis Baupin, qui fait le plaisir d'être parmi nous, ainsi que l'arrivée de Mme la ministre Cécile Duflot, que je suis heureux de saluer. La parole est au rapporteur. Mesdames les ministres, Monsieur le Président du CESE, Monsieur le Président de section, chers collègues, Mesdames, Messieurs, nous allons maintenant aborder le thème de l'efficacité énergétique. Même si ce sujet arrive lui aussi à point nommé, il a été, comme le premier avis lancé il y a un an, dans un contexte où la nécessité d'une telle approche était sans doute moins partagée. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous voudrions remercier tous ceux qui ont contribué à la présentation de ce travail. Nos collègues de la section, en premier lieu, qui sont investis dans ce travail et avec qui nous l'avons co-construit. L'administration de la section, Philippe de Ratul, Arnaud Massip, Anna Chatrian. Mais nous voulons aussi émettre un remerciement appuyé à l'attachée du groupe environnement, Julie Cunat, qui nous a épaulés. Alors, l'efficacité énergétique, c'est quoi? C'est consommer moins d'énergie pour le même service rendu. Et nous voudrions vous montrer un plan d'histoire, vous rappeler la célèbre chasse au gaspillage et vous montrer une vidéo qui a montré comment l'efficacité énergétique avait commencé. Vidéo, s'il vous plaît. Voici un des 6000 conseillers anti-gaspi. Gratuitement, il vous rend visite sur votre demande et détecte tous les nids de gaspillage qui se cachent chez vous. Il voit l'isolation, regardez, il y en a partout. Là, regardez. la régulation, Bon, ça, par exemple, il n'y a pas de problème. Ah, j'ai jamais de problème. l'entretien, Par contre, c'est la fête ici, hein. et fait un diagnostic Non, mais point là, il y a par des point. économies à faire. À gauche, les travaux à faire et le prix que ça coûte. À droite, ce que vous allez économiser. Pour connaître les adresses de vos conseillers anti-gaspi, écrivez à Diagnostic Anti-Gaspi, CEDEX 8000, 75 310, Paris-Brune. Voilà, donc on pensait utile de vous rappeler ça, et ça nous permet de faire le passage en disant que si l'objectif, pour aujourd'hui, si l'objectif communautaire de 20% d'économie d'énergie en 2020 par rapport à 1990, et si les objectifs du Grenelle de l'environnement sont atteints, alors l'efficacité énergétique sera la première source d'énergie domestique à l'horizon 2020. Je dis bien d'énergie domestique. Alors c'est une approche qui peut interpeller, mais qui montre bien la mesure de l'enjeu. Il est donc primordial à nos yeux, dans le débat sur l'énergie, que l'analyse de la demande et de l'efficacité énergétique précède le débat sur l'offre et la production. Alors ceci dit, on ne vous cache pas, les objectifs sont ambitieux et à l'heure actuelle, ils sont difficiles à atteindre. Nous avons identifié plusieurs conditions de la réussite avant d'aborder, de décliner plus précisément nos propositions. Alors dans les conditions de la réussite, nous en avons trois. La première consiste à considérer l'efficacité énergétique comme une réelle filière d'avenir au service de cette première source d'énergie domestique. La deuxième consiste à s'inscrire dans une vision à long terme. Et quand je dis long terme, on voit bien que des horizons 2050 sont des horizons qui ont été évoqués par nos collègues tout à l'heure, que nous prenons aussi à notre compte, en prenant en compte la progressivité des efforts et les avancées existantes. Nous en profitons pour intégrer là-dedans l'exigence, le souhait d'une transposition ambitieuse de la directive efficacité énergétique qui vient d'être décidée au niveau européen. Nous souhaitons aussi qu'on s'appuie sur les structures existantes qui ont fait la preuve de leur efficacité, par exemple le plan bâtiment durable, par exemple. Et puis, dernier élément, nous souhaitons donner un signal politique fort et stopper les contre-signaux. Je reviendrai tout à l'heure sur la question de la TVA sur la rénovation qui a fait débat. Donc, nous allons donc vous proposer nos propositions sur le bâtiment, la lutte contre la précarité énergétique, l'industrie. Nous avons aussi fait dans notre travail des propositions sur l'agriculture et la situation de l'outre-mer. Nous vous invitons à les consulter. Enfin, nous n'avons pas traité par choix et par temps la question du transport. Nous considérons que c'est une vraie question et qu'elle mériterait un traitement à part. Elle renvoie à des notions extrêmement importantes, structurantes, d'urbanisme et autres, par exemple.
Donc j'en arrive aux bâtiments résidentiels et tertiaires. On vous a mis quelques chiffres parce que ce sont des chiffres qui nous apparaissent extrêmement significatifs pour la compréhension de notre sujet. Le bâtiment résidentiel tertiaire, c'est 44% de la consommation d'énergie. C'est dans le résidentiel, c'est 33 millions de logements, dont 4 sont considérés comme très énergivores. Et surtout, les chiffres d'après sont très significatifs. 55% du parc a été construit avant toute réglementation thermique, c'est-à-dire avant 1974, et 75% du parc de 2050 est déjà construit, ce qui montre l'inertie, l'enjeu principal, c'est bien celui de la rénovation. Nous avons pointé aussi que sur le Grenelle de l'environnement, c'est le bâtiment qui avait fait l'objet des efforts les plus significatifs demandés, puisque 88% c'est le bâtiment, 12% c'est le transport. Et on en arrive aux chiffres qui sont dans le débat d'aujourd'hui. Le Grenelle de l'environnement, c'était 400 000 bâtiments rénovés. Le pouvoir public a annoncé maintenant un objectif de 500 000. On a atteint 160 000 en 2011, donc il y a là un gap significatif. Pour autant, on est évidemment très sensible, et plus que sensible, à l'importance que ça peut générer en termes d'emploi. Les personnes auditionnées ont indiqué que si on atteignait les 500 000 rénovations par an, ça pourrait générer entre 100 et 150 000 emplois. Alors, à partir de là, nos propositions, quelles sont-elles ? Première proposition, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est confirmer l'efficacité énergétique comme une priorité nationale. Je rappelle que le président de la République a dit dans cette enceinte, le 14 septembre, que la rénovation thermique était une des grandes priorités de son quinquennat. Et donc, nous, de ce point de vue-là, notre avis pointe le contre-signal qui correspond, qui est l'augmentation de la TVA de 7 à 10% qui a été annoncée par le gouvernement. Considérons que cette évolution est un contre-signal à destination de la filière, à destination des consommateurs, par rapport à toute la profession qui avait déjà un manque de confiance dans la volonté des pouvoirs publics d'une façon générale. Et nous pensons que les travaux d'efficacité énergétique, c'est notre première proposition, doivent être considérés comme des biens et services de première nécessité et qu'à ce titre, ils devraient pouvoir bénéficier de la TVA à 5%. C'est notre première proposition qui serait de nature à dynamiser le secteur. Proposition suivante, favoriser la coopération entre professionnels de la filière. On dit entre professionnels de la filière parce que pour nous, ça va de la conception des matériaux à la gestion énergétique des bâtiments. Faire travailler ensemble le neuf et l'ancien pour aboutir entre autres, pas seulement, mais entre autres, à une meilleure maîtrise des coûts également. Le troisième point, c'est définir rapidement les normes de rénovation du tertiaire. Alors on insiste beaucoup là-dessus parce que le Grenelle a prévu une obligation de travaux dans le tertiaire, sauf que le décret qui doit fixer la nature des travaux n'est toujours pas paru. Et nous considérons que tant que le décret ne sera pas paru, il y a là un obstacle significatif à ce que la rénovation puisse se lancer pour entraîner les professionnels de façon générale. Donc nous incitons, Madame la Ministre, Mesdames les Ministres, nous incitons fortement à ce que le décret sur le tertiaire puisse sortir parce que ça nous apparaît être un levier tout à fait efficace et indispensable en la matière. Je continue. Nous en arrivons au développement de l'efficacité active. C'est un point que nous avons découvert au cours de nos travaux. En réalité, quand on parle rénovation, on parle toujours rénovation du bâti, mais il y a aussi des éléments en matière d'efficacité énergétique tout à fait importants qui se développent, qui deviennent de plus en plus efficaces sur la gestion intelligente des bâtiments. J'en veux pour preuve que lors du débat sur la transition, les organisations professionnelles ont indiqué il y a peu de temps que cet élément pourrait aboutir entre 19 à 28% d'économie d'énergie si un certain nombre d'investissements étaient faits avec des temps de retour plutôt réduits. Donc c'est des éléments qui, pour nous, ne se substituent pas à la rénovation du bâti, mais qui viennent renforcer encore les possibilités d'efficacité énergétique. Nous ajoutons un dernier élément, c'est tendre vers une garantie de performance des travaux. Notre conviction, c'est que cette efficacité énergétique dans le bâtiment ne pourra pas se développer véritablement si les gens n'ont pas confiance. Et pour qu'ils aient confiance, il faut qu'ils trouvent des garanties à un moment ou à un autre. Il y a des débats qui sont faits dans le cadre du plan bâtiment durable, notamment. On invite à ce qu'on aille de plus en plus vers une garantie de performance qui permette aux acteurs d'avoir confiance dans le mouvement de rénovation. Poursuivons.
Nous souhaitons également accélérer et innover dans la formation des professionnels. On pense que la question de la formation est une question centrale. On a évoqué un certain nombre de mécanismes. Il y a notamment un mécanisme FIBAT qui est actuellement en débat. Nous, on a souhaité que ce mécanisme soit maintenu. On sait qu'il y a des débats sur le financement, c'est encore autre chose, on en parlera, mais sur l'importance du mécanisme, on souhaite qu'il soit maintenu. Ensuite, on voudrait que les pouvoirs publics réaffirment l'éco-conditionnalité des aides publiques. Plus précisément, il était prévu que l'éco-PTZ pourrait, donc prêt au zéro, pourrait être accordé pour des travaux, pourrait être réservé aux entreprises qui seraient labellisées et reconnues Grenelle de l'environnement. Il avait une date qui avait été évoquée, c'était le 1er janvier 2014 par les pouvoirs publics précédents. On souhaite que cette éco-conditionnalité soit réaffirmée et que la date soit confirmée. Ensuite, nous avons un sujet qui est l'implication et l'information des citoyens. Alors, il y a l'implication, c'est le comportement de chacun, mais il y a aussi tous les nouveaux moyens qui sont dans le débat, et donc j'en cite quelques-uns. Il y a les compteurs intelligents Linky, dont Madame la Ministre, vous avez annoncé la généralisation. Il y a des projets dans le gaz, qui sont aussi en discussion. Il y a les processus de contrôle d'individualisation de charges de chauffage dont la directive européenne qui doit être transposée prévoit théoriquement une application d'ici décembre 2016. Et là aussi, dans tous ces différents registres, il y a des gains potentiels entre eux, alors selon qui peuvent aller jusqu'à 20%. Voilà. Et donc ce sont des chiffres tout à fait significatifs. Dans certains cas, je pense par exemple à l'individualisation des charges de chauffage, c'est souvent l'énergie fossile, donc il peut y avoir des gains d'énergie fossile. Bref, il y a là des enjeux. Il y a aussi le diagnostic de performance des logements qu'il nous faut, dont nous proposons l'amélioration. Aujourd'hui, ils ont été très critiqués, on l'a vu lors des débats sur la PPL Brottes en particulier. Il y a des modifications qui ont été faites il y a peu de temps, donc il faut peut-être voir les effets. Mais en tout cas, ça ne nous apparaît pas parlant pour les gens. Il y a des propositions qui ont été émises de calculer, enfin de faire ce type de diagnostic avec des euros consommés par mètre carré qui nous apparaît plus, ça nous a été présenté, qui nous apparaissent plus utiles que les kilowattheures en énergie primaire. J'ajoute, pour terminer sur ce point, j'évoque la question de la tarification progressive. Alors, ça ne fait pas partie de nos propositions, Madame la Ministre, mais évidemment, on ne peut pas ne pas en parler compte tenu du sujet qui réapparaît. Alors, je dois dire que nous avons eu des positions divergentes sur le fait de savoir si le fait d'avoir une tarification progressive était bonne ou pas bonne. Certains sont pour, d'autres sont contre. En revanche, tout le monde considère, dans la section, que les difficultés de mise en œuvre, je cite, je lis exprès parce que c'était le fruit d'un équilibre, les difficultés de mise en œuvre et finalement celui aussi de justice sociale fragilisent cette proposition. Autrement dit, nous considérons que quand bien même nous pouvons avoir des désaccords sur l'idée même de tarification progressive, tout le monde considère que la proposition telle qu'elle est actuellement dans le débat n'est pas de nature à aller vers les objectifs, en particulier de justice sociale. Voilà, donc voilà les quelques éléments de proposition résumés, et donc je passe la parole à Anne sur les questions financières. Merci. Alors effectivement, les objectifs sont ambitieux. Si on reparle des logements, 500 000 logements par an, quels sont les besoins de financement qui correspondent? Si on prend une rénovation type, c'est environ 20 à 30 000 euros, ce qui fait pour 500 000 logements 10 à 15 milliards d'euros par an, et l'État actuellement finance 2 milliards. Donc on voit évidemment que les besoins de financement sont énormes. Alors quelles sont nos propositions, ou en tout cas la section s'est accordée sur le fait que sur ces plans financiers, on avait réellement besoin de faire appel à toute innovation et à toute créativité pour pouvoir imaginer un certain nombre de choses. Alors le gouvernement vient de créer la Banque publique d'investissement, qui avait été annoncée par le président de la République ici même lors de la conférence environnementale comme la Banque de la transition énergétique. Donc il nous semble absolument effectivement significatif que des fonds soient pointés vers des entreprises intervenant dans l'efficacité énergétique. Ça nous paraît être absolument primordial. Deuxièmement, sujet qui est peu développé en France, le tiers investissement. On a vu, le tiers investissement, c'est un mécanisme financier
qui permet au propriétaire d'un bâtiment de faire financer sa rénovation par un tiers, lequel va se rembourser sur un loyer correspondant aux économies d'énergie obtenues. Donc c'est un système de financement relativement innovant qui est peu utilisé en France, en tout cas peu développé, qui l'est dans un certain nombre de pays. Et on considère qu'il serait vraiment intéressant de voir si des financeurs, évidemment, peuvent être, pour l'instant, il n'y a pas les financeurs peut-être nécessaires, mais en tout cas de développer et de réfléchir sur ces sujets parce que ça nous semble être un levier extrêmement intéressant, en particulier pour le tertiaire public et le tertiaire privé. Autre point important, ce sont les certificats d'économie d'énergie. Alors les certificats d'économie d'énergie, quand on parle d'efficacité d'énergie, évidemment, c'est un sujet important. Pour vous redonner sa définition, le certificat d'économie d'énergie, c'est l'outil qui permet aux énergéticiens de répondre à leurs obligations d'économie d'énergie en incitant leurs clients à investir dans des travaux ou dans des matériels économes en énergie. Donc, on a entendu beaucoup d'auditions sur ce sujet. Force est de reconnaître que de nombreuses critiques sont émises par les différents acteurs, que ce soit au niveau de la transparence, de la lourdeur administrative, mais peut-être même plus au niveau de l'intérêt calculé réel d'efficacité. En effet, tout ce qui est calculé sur le certificat d'économie d'énergie, ce sont des calculs théoriques. Sans contrôle, on l'a dit tout à l'heure, ça passera par des besoins de contrôle. Et tant qu'on n'a pas de contrôle, ou en tout cas tant qu'on reste dans uniquement la théorie, on a un réel, en tout cas des réels besoins de faire des évaluations pour savoir si ces certificats d'économie d'énergie, qui ont permis de faire un lancement très très significatif de la mise en place, enfin des comportements des énergéticiens et de la mise en place des énergéticiens sur ces sujets. Mais ceci dit, il y a besoin de retravailler là-dessus. Et à ce sujet, notre proposition est double. 1, maintenir les programmes les plus efficaces, comme la formation FIBAT et le programme Habiter mieux, qui est le programme sur la précarité énergétique dont nous allons parler. Après une évaluation contradictoire, je vous disais, avant la 3e période qui va démarrer, ou en tout cas au cours des mois qui viennent, il nous semble absolument nécessaire qu'une évaluation contradictoire soit faite. Deuxièmement, réorienter une partie des fonds des certificats d'économie d'énergie sur un programme de soutien à l'efficacité énergétique. Alors nous avons entendu entre la Caisse des dépôts et la CDC Climat en particulier qui proposent un programme de soutien à l'efficacité énergétique qui s'inspire d'expériences à l'étranger, puisque en Allemagne, il existe depuis de nombreuses années une banque de la transition énergétique, ou de l'efficacité énergétique, la KfW, et puis la Grande-Bretagne vient de lancer en janvier aussi un programme dit le Green Deal, avec une banque de la transition énergétique. Il nous paraît donc indispensable de créer un outil, que ce soit un fonds ou une banque, qui permette de mobiliser des prêts de la Banque européenne d'investissement. Effectivement, aujourd'hui, on n'a pas de possibilité d'aller chercher les prêts de la Banque européenne d'investissement. Avec la nouvelle directive européenne sur l'efficacité, 60 milliards ont été dégagés au niveau européen sur le thème de l'efficacité énergétique. Et tant qu'on n'a pas de fonds ou de banques permettant d'aller chercher ces fonds, on ne pourra pas en bénéficier. Donc il nous paraît absolument indispensable de le faire. Et puis, deuxièmement, ce fonds, ce programme d'efficacité énergétique peut mobiliser les grands investisseurs institutionnels à travers l'émission d'obligations vertes, par exemple. Donc, le fait de faire ce programme permet donc de lever des fonds, de faire effet de levier, et à partir de là, de refinancer, enfin, de permettre, via des banques de réseau, de distribution, de financer des projets, donc au niveau régional, en permettant aux banques de distribuer des prêts à taux bonifiés et de financer des projets d'économie mixte, par exemple, ou autres, sur des régions qui vont permettre de financer des projets spécifiques d'efficacité énergétique. Donc c'est vraiment un outil de levier qui nous paraît absolument indispensable aujourd'hui d'étudier. Nous avons voulu, dans notre avis, traiter de la précarité énergétique. L'efficacité énergétique, c'est, on l'a dit, consommer moins pour le même confort,
L'enjeu de la précarité énergétique, c'est de donner le même niveau de confort dont tous les citoyens sont en lieu d'entendre. Alors, quelques chiffres qui sont quand même marquants. 3,8 millions de ménages consacrent plus de 10% de leurs revenus aux dépenses énergétiques et sont donc considérés comme des précaires énergétiques. Alors, quelque chose qui est contre les idées reçues et qu'on a voulu vous présenter ici. Les précaires énergétiques, pour plus de 50%, ce sont des personnes âgées, propriétaires, vivant en maison individuelle, dans des zones rurales ou périurbaines. C'est pour vous donner le profil des précaires énergétiques. Et puis 600 000 ménages déclarent souffrir du froid ou ne pas se chauffer. Alors le programme sur la précarité énergétique, il y en a un qui existe, il s'appelle Habiter mieux. Il a eu un peu de mal à démarrer, puisqu'il est démarré depuis 2011. On recommande vraiment qu'il soit poursuivi, voire renforcé. Et donc ça c'est... Oui. Donc lancer un programme d'isolation des bâtiments les plus énergivores et renforcer évidemment Habiter mieux. Deuxième chose, généraliser une aide pour le chauffage à toutes les énergies. Ça nous paraît important de ne pas exclure les personnes dans les campagnes qui sont chauffées au fioul. Ensuite, troisième proposition, c'est de lancer une concertation immédiate pour intégrer la performance énergétique dans les critères de décence pour la location des logements. Il nous paraît plus possible de laisser aujourd'hui des logements indécents à la location. Dernier point que je vais présenter extrêmement rapidement, l'industrie. L'industrie, c'est 21% de la consommation d'énergie et contrairement aux idées reçues, même s'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites, il reste encore énormément et un énorme potentiel à exploiter. Première recommandation forte de la section, c'était de favoriser les secteurs industriels de l'efficacité énergétique, on en a parlé, la conception des matériaux en coopération avec le neuf, l'efficacité active, les compteurs communicants, les outils de mesure pour l'individualisation des charges de chauffage. Ça fait beaucoup de filières industrielles qui peuvent être développées en France. Et puis, un deuxième point important, c'est tout ce qui concerne l'étiquette énergie, par contre, l'éco-conception. L'éco-conception, ça a démarré en fait avec l'étiquette énergie, il y a bien longtemps qu'on connaît tous. Et puis, aujourd'hui, depuis 2005, il y a une directive éco-conception qui a pour objectif que seuls les produits respectant les critères minimaux d'efficacité énergétique soient à terme autorisés sur le marché européen. Juste un chiffre, le potentiel de cette directive, si elle est accélérée et appliquée pour tous les produits, a un potentiel de 400 millions de tonnes par an de réduction d'émissions de CO2. C'est un objectif absolument énorme et qu'il nous faut et sur lequel on pense que la France pourrait vraiment être leader. Juste une chose, parce que c'est suffisamment rare pour être noté, il y a une alliance entre les industriels et les ONG qui ont déclaré il y a quelques mois qui se sont alliés pour demander au pouvoir public de renforcer les normes et accélérer la mise en place de ces normes d'éco-conception sur les produits industriels pour permettre d'assurer les filières industrielles en Europe et bien sûr de répondre aux économies d'énergie. Voilà. En conclusion, vous l'avez compris, mesdames les ministres, la période qui s'ouvre est décisive. Le débat qui s'ouvre va l'être également. Les décisions fortes doivent être prises ou confirmées. Nous invitons vraiment à ce que l'efficacité énergétique ne soit pas considérée comme une variable d'ajustement, mais bien comme une ressource énergétique en tant que telle. Je vous rappelle, première ressource énergétique domestique à l'horizon 2020. Donc l'efficacité énergétique sera ce que les acteurs, les pouvoirs politiques et la société tout entière voudra en faire, mais à un potentiel en termes de marché clé du futur et de filières créatrices d'innovation. Merci. Merci. Merci, Madame de Bettencourt, en remerciant les présidents de section, Madame Ducrot et Monsieur Chilinski, d'avoir travaillé de façon très coordonnée sur un enjeu. Madame la ministre, Madame Cécile Duflot, je sais que votre agenda est contraint, donc je vous invite à réagir en premier en disant, Mesdames les ministres, vous avez vu que nos avis souhaitent que l'on passe de l'incantation à l'action, avec un certain nombre de pistes. Et donc, il est important que la parole publique, la parole politique est très importante pour réagir à ces propositions. La parole est à Madame la ministre.